Quand un empire recule, recule-t-il vraiment ou change-t-il simplement de masque? Cette question qui semble rhétorique hante aujourd'hui le Sahel comme un spectre insaisissable. L'histoire contemporaine du continent africain montre que peu d'acteurs abandonnent réellement le terrain où ils ont bâti leur puissance. Quand l'Empire romain s'est retiré de la Grande-Bretagne, il a laissé derrière lui des institutions, des routes, des villes et une élite locale formée à ses valeurs. Bien des siècles plus tard, la logique demeure. À première vue, la France aurait quitté le Sahel, refermant un long chapitre de présence militaire. Mais ce départ affiché n'a pas amené la paix. Il a ouvert la voie à une recomposition stratégique dont l'ampleur échappe encore à beaucoup. Ce n'est pas la première fois que l'Afrique voit un empire changer de visage sans jamais disparaître. On peut remonter au départ des Portugais d'Angola, où les structures économiques, le contrôle des minerais et même les réseaux linguistiques sont restés sous d'autres formes. À l'abri des regards, de nouvelles bases étrangères ont surgi comme des ombres autour du Sahel. Sous le prétexte rassurant de la lutte antiterroriste, elles se sont installées, du Bénin à la Côte d'Ivoire, en passant par le Sénégal. Mais les schémas sont connus. Pendant la guerre froide, les bases américaines en Turquie ou les stations d'écoute de la NSA en Allemagne fédérale étaient présentées comme des protections face à une menace, mais servaient avant tout à maintenir une influence durable et discrète. Aujourd'hui, chaque nouvelle installation militaire, chaque centre de formation ou de renseignement répond à cette même logique de verrouillage des frontières, de contrôle permanent. Autant de nouveaux points d'appui pour un encerclement discret, méthodique, qui vise à verrouiller les frontières et à étouffer toute velléité d'indépendance véritable. C'est le retour du containment, cette stratégie née pendant la guerre froide pour endiguer l'influence adverse, adaptée ici pour empêcher les pays du Sahel de s'émanciper. Ce redéploiement n'a rien d'innocent. Il incarne une stratégie de contournement. L'emprise se recompose, silencieuse, là où les peuples croient s'être libérés. Les uniformes changent, le ton se fait plus doux, mais les intérêts ne varient pas. Empêcher le Sahel de choisir son destin librement. L'histoire nous rappelle que, de l'Inde coloniale à l'Algérie, le départ officiel des puissances européennes n'a presque jamais signifié la fin de leur influence. Face à cette pression invisible, un homme s'est dressé. Le capitaine Ibrahim Traoré, jeune chef d'État burkinabé, est devenu le symbole d'une résistance nouvelle, portée par un peuple qui refuse la soumission et revendique sa souveraineté. Sa voix ferme et déterminée résonne bien au-delà des frontières, portant l'espoir d'une Afrique debout. À chaque discours, il rappelle la mémoire de Thomas Sankara, autre figure du Burkina Faso, qui avait, dans les années 80, osé défier le néocolonialisme et prôner une réelle indépendance économique. Mais cette renaissance est menacée. Si ce nouvel encerclement passe inaperçu, la souveraineté africaine risque d'être étouffée avant même d'avoir pu éclore. L'histoire, elle, ne pardonne jamais l'aveuglement. Se souvenir du sort de Patrice Lumumba au Congo, trahi par ses alliés, assassiné après avoir tenté de briser le joug de l'ingérence étrangère, c'est prendre la mesure des risques encourus. Comment le Sahel en est-il arrivé là? Pour comprendre, il faut remonter le fil d'une guerre silencieuse, où chaque retrait cache une nouvelle manœuvre. C'est une guerre de l'ombre, où la diplomatie, l'économie et l'information deviennent des armes aussi puissantes que les fusils. La sortie spectaculaire des troupes françaises du Sahel. Victoire éclatante, simple espoir ou mirage. La question divise et pour y répondre, il faut regarder les précédents. Lorsque les Britanniques ont quitté l'Inde en 1947, ce fut célébré comme une victoire populaire. Mais la partition, les violences et la persistance des intérêts économiques britanniques ont montré que l'indépendance ne s'obtient pas en un jour. Début 2023. 3 pays, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, secouent l'ordre établi. D'un même geste, ils chassent les soldats français, rompent les accords de défense avec Paris et ferment les bases étrangères. Pour la jeunesse et la société civile, c'est un souffle de liberté, la promesse de recouvrer la souveraineté et la dignité longtemps confisquées. On se souvient des images du Caire en 1956, lorsque Nasser nationalisa le canal de Suez et défia la France et la Grande-Bretagne. La liesse, l'espoir, mais aussi le danger d'une contre-offensive. Dans les rues de Bamako, Ouagadougou ou Niamey, la liesse explose. Les foules chantent, les drapeaux africains s'élèvent, les réseaux sociaux vibrent d'un sentiment inédit. L'Afrique francophone croit enfin tourner la page de décennies d'ingérence. Même Paris, contraint, affirme respecter la décision souveraine de ces nations. Mais sous la surface, d'autres lignes se dessinent. Comme toujours, le départ officiel masque un redéploiement secret.
La France, en réalité, ne quitte pas le Sahel. Elle se réinvente. En toute discrétion, ses soldats se repositionnent non pas vers l'Europe, mais plus au sud et à l'ouest. Côte d'Ivoire, Bénin, Sénégal. De nouveaux accords sont signés. Les bases changent de nom, parfois de façade, mais l'appareil militaire reste. Formation de troupes locales, partage de renseignements, déploiement de drones, multiplication de postes avancés sous couvert de lutte antiterroriste. C'est l'exemple typique d'une stratégie d'empreinte légère, moins visible mais tout aussi efficace. Progressivement, une toile se tisse autour du Sahel. Les frontières deviennent lignes de front invisibles. À Cotonou, les instructeurs occidentaux s'activent. À Abidjan, des unités françaises s'installent. À Dakar, les réseaux de surveillance s'étendent jusqu'aux confins du Mali. Cette mutation se fait en silence, sous le masque de l'aide sécuritaire, mais redessine le rapport de force dans toute la sous-région. C'est une méthode qui rappelle celle de l'OTAN dans les Balkans après la guerre de Yougoslavie. Des bases, des missions de formation, des accords bilatéraux qui garantissent un contrôle discret. Croire à la victoire sans vigilance serait une erreur fatale. Sous l'apparence du retrait, le risque d'une reprise de l'influence occidentale demeure, plus feutrée, plus diffuse. Un filet se resserre, prêt à étouffer toute tentative de réelle indépendance, qu'elle soit politique, économique ou culturelle. N'oublions pas ce qui s'est passé en Haïti, où après le départ officiel des troupes françaises, les dettes, les embargos et les coups d'État téléguidés ont maintenu l'île dans la dépendance pendant plus d'un siècle. Dans l'ombre de la géopolitique, rien n'est jamais acquis. Fêter la fin d'un chapitre, c'est oublier que d'autres pages s'écrivent déjà, secrètement, par ceux qui refusent de céder leur pouvoir. L'histoire du Vietnam après le départ des Français en 1954 nous rappelle que la victoire militaire ne suffit pas. La guerre d'influence continue sur d'autres terrains. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Face à cette recomposition silencieuse, une résistance s'organise portée par une génération décidée à ne plus subir. Ce n'est pas la première fois que le continent assiste à une renaissance portée par la jeunesse. Dans les années 70, les étudiants sud-africains sont descendus dans les rues de Soweto pour défier l'apartheid. Aujourd'hui, c'est la jeunesse sahélienne qui refuse d'être enfermée dans le statut de simple spectatrice. L'encerclement d'aujourd'hui ne se déploie plus seulement en uniforme. Il s'infiltre dans les récits, les contrats, les perceptions savamment construites. Les accords de partenariat, les programmes d'aide humanitaire camouflent souvent des intérêts économiques puissants. À chaque signature, à chaque promesse d'investissement, une part de souveraineté peut s'éroder, lentement, presque imperceptiblement. Observons la carte. Les bases occidentales dessinent un arc presque ininterrompu autour du Sahel, s'installant discrètement au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Sous le vernis de la coopération, chaque nouvel accord cache une stratégie d'endiguement soigneusement pensée. Ce schéma est loin d'être nouveau. Lors des indépendances d'Amérique latine au XIXe siècle, l'Espagne et la Grande-Bretagne utilisaient déjà ces méthodes pour garder la main, même sans présence militaire directe. Les soldats ne sont que la façade visible d'un mécanisme bien plus vaste. Les réseaux de renseignement et de surveillance étendent leurs capteurs, non seulement pour chasser les groupes armés, mais aussi pour garder la main sur les flux économiques. Les routes du coton, de l'or, de l'uranium sont constamment surveillées, cartographiées en temps réel, pour prévenir toute tentative d'émancipation. Par exemple, dans les années 2000, les États-Unis ont installé des bases en Éthiopie et à Djibouti pour surveiller la mer Rouge et contrôler le trafic maritime stratégique. Mais le vrai champ de bataille s'étend au-delà du terrain. À Paris, Londres, Washington, les rédactions occidentales forgent le récit d'un chaos sahélien, dépeignant les dirigeants africains en aventuriers ou en tyrans. À l'inverse, les médias panafricains élèvent ces mêmes figures au rang de défenseurs de la souveraineté et de la dignité. Ici, chaque mot devient une arme, chaque image, une embuscade pour l'opinion publique. La guerre du Vietnam a été perdue d'abord dans les médias américains. La bataille du récit, du framing, s'avère déterminante. S'ajoute la guerre économique. Les ressources minières du Sahel, convoitées depuis des décennies, deviennent le cœur d'une lutte feutrée. Toute tentative de nationalisation ou de renégociation des contrats miniers se solde par des représailles, sanctions, retrait d'investissements, pression sur les institutions financières régionales et internationales. Désormais, l'objectif n'est plus seulement de contrôler la terre, mais d'étouffer toute volonté d'autonomie. On se souvient de la nationalisation du pétrole en Iran par Mossadegh, qui a provoqué un embargo international et finalement un coup d'État orchestré par la CIA et le MI6. La guerre psychologique, elle, vise à délégitimer ceux qui résistent. Les campagnes médiatiques orchestrées ne laissent rien au hasard.
On pointe, on isole, on diabolise les porteurs du changement pour briser leur soutien populaire. La moindre erreur devient un scandale, le plus petit geste de défiance est présenté comme une folie irrationnelle. C'est le même procédé qui a été utilisé contre Nkrumah au Ghana dans les années 60. Ce siège est total, polymorphe. Ignorer l'ampleur de l'encerclement, c'est risquer de perdre la bataille avant d'avoir compris qu'elle a commencé. Chaque base, chaque communiqué, chaque image virale contribue à la même manœuvre. Encercler, diviser, puis soumettre. Les stratèges parlent de soft power, mais il s'agit bien d'un pouvoir et non d'une simple influence diffuse. Mais face à cet encerclement sophistiqué, une nouvelle résistance s'organise, portée par l'élan panafricain et une soif de souveraineté inédite. Comment ces nations inventent-elles leur riposte et quelles fractures intérieures menacent leur lutte ? Sous la pression, la créativité sahélienne explose. Les menaces se multiplient, mais la riposte prend des formes inattendues, à la hauteur de l'encerclement qui se resserre. Cette dynamique rappelle celle des mouvements de libération nationale dans les années 50 et 60. L'inventivité, la résilience, la capacité à retourner les armes de l'adversaire contre lui-même. La première arme, c'est l'union. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso soudent leurs alliances régionales. Ils échangent des renseignements, organisent des patrouilles communes, dressent des lignes de défense tout le long de leurs frontières. Chaque tentative d'infiltration étrangère reçoit une réponse immédiate et coordonnée. La solidarité devient bouclier, la vigilance partagée forge une puissance nouvelle. Cette alliance rappelle le mouvement des non-alignés, qui dans les années 60 cherchait à s'extraire de la bipolarisation de la guerre froide. Sur le plan économique, les peuples du Sahel reprennent la main sur leurs richesses. L'or, l'uranium, le lithium, autrefois siphonnés par des intérêts extérieurs, ces trésors sont désormais sous contrôle national. Les gouvernements lancent des audits, renégocient les contrats, parfois nationalisent sans détour. Les bénéfices promis aux populations sont investis dans des projets locaux. Le cercle vicieux de la dépendance commence enfin à se briser. En Bolivie, l'exemple d'Evo Morales et la nationalisation du gaz ont montré que de telles politiques peuvent redonner du pouvoir au peuple, même si elles s'accompagnent de pressions et de tentatives de déstabilisation. La bataille se joue aussi dans les esprits. Médias locaux émergent, brisant le monopole du récit occidental. Journalistes, blogueurs, vidéastes proposent que des contre-récits, documentent la réalité sahélienne sans filtre, invitent à repenser l'histoire commune. Dans les écoles et universités, l'éducation à la souveraineté informationnelle devient essentielle. Apprendre à décoder les fausses nouvelles, à déjouer les manipulations, à forger son propre récit. Le Rwanda a été pionnier dans la lutte contre la désinformation après le génocide, en investissant massivement dans l'éducation aux médias et dans la création de contenus locaux. Cette reconquête touche le cœur de l'identité collective. Artistes, musiciens, étudiants, commerçants, tous s'emparent d'un discours de dignité. Les murs des villes s'illuminent de fresques célébrant les héros locaux, tandis que des chansons virales racontent le courage des femmes et des hommes du Sahel. Dans les universités, la jeunesse débat avec passion. Que signifie être libre ? Comment construire un avenir sans chaîne ? La fierté collective nourrit une résistance qui déborde les frontières. Cette dynamique culturelle rappelle l'essor du reggae en Jamaïque qui a porté le combat anticolonial sur les ondes du monde entier. Pour ne pas suffoquer, le Sahel diversifie ses partenaires. La Russie et la Chine deviennent des alliés privilégiés, mais sur la base du respect de mutuel. Pas d'ingérence, pas de tutelle. Ces nouvelles alliances ouvrent l'accès à des technologies, à des marchés et à des solutions alternatives de développement, brisant le vieux monopole occidental sur la coopération internationale. L'Éthiopie a récemment signé des accords avec la Chine pour le développement de son réseau ferroviaire, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis de l'aide occidentale. Mais chaque avancée s'accompagne de dangers. L'isolement menace, sanctions économiques, coupures d'aide, tentatives de sabotage interne, contrebande, campagnes de désinformation, divisions ethniques ou politiques sont attisées dans l'ombre. Le vrai défi, transformer la résistance spontanée en autonomie durable, bâtir une souveraineté assez solide pour affronter toutes les tempêtes. L'expérience de Cuba, longtemps assiégée, montre à quel point l'unité nationale devient vitale dans ces moments de pression extrême. Une page nouvelle s'écrit à l'encre du courage et de l'ingéniosité africaine. Mais combien de temps cette résistance tiendra-t-elle face à la contre-offensive occidentale ? Et quelles leçons le continent en tirera-t-il vraiment ? Mais la route reste semée d'embûches, car derrière chaque victoire, une nouvelle menace se profile, exigeant une vigilance et une unité sans faille. Les pressions extérieures s'adaptent sans cesse.
Ce qui échoue par la force peut réussir par la ruse, la corruption ou la déstabilisation sociale. L'histoire du Venezuela, soumis à un blocus économique et à des tentatives de coup d'État, montre que la résistance impose un prix lourd et permanent. L'indépendance n'est pas un drapeau ni un événement soudain. Elle s'entretient chaque jour, par 1000 gestes invisibles, dans le tumulte ou le silence. Pour la jeunesse africaine, le défi n'est plus de rêver la liberté, mais de la transformer en force concrète et contagieuse. Cela demande de bâtir des institutions solides, d'investir dans la formation, de promouvoir la justice sociale. La renaissance panafricaine ne s'impose pas par décret. Elle se construit à la main dans les ateliers où l'on répare ce qui venait d'ailleurs, dans les écoles où l'on apprend à coder, à débattre, à cultiver, dans les médias où l'Afrique s'exprime enfin par elle-même, sans filtre ni censure. La souveraineté naît dans la répétition des actes banals, pas dans les discours. C'est en cultivant la terre, en développant des réseaux locaux de distribution, en soutenant les entreprises familiales que l'autonomie prend racine. Le Sahel donne déjà l'exemple. De Bamako à Ouagadougou, du Niger au coin reculé du continent, une idée circule. Le cercle peut être brisé, les règles réinventées. Cette énergie traverse les frontières, porte les jeunesses de l'Ouest, du Centre, du Sud. Mais elle exige d'être nourrie, génération après génération. Les mouvements de la Renaissance africaine du début du XXe siècle, portés par des intellectuels comme Cheikh Anta Diop, rappellent que la vitalité se transmet par l'éducation et l'exemple. L'adversité forge l'identité. Les pressions extérieures, l'encerclement, ne brisent pas la jeunesse. Ils la poussent à innover. Panneaux solaires abordables, coopératives rurales, plateformes numériques reliant les initiatives locales, la créativité africaine répond là où le manque menaçait d'éteindre l'espoir. Le vrai génie naît dans l'inconfort. À Lagos, au Nigeria, des jeunes entrepreneurs ont développé des applications pour contourner les coupures de courant et maintenir l'accès à l'éducation. Pourtant, la bataille n'est pas que technologique ou économique. La guerre de la perception compte tout autant. Maîtriser son récit, c'est façonner l'image de soi, refuser les caricatures, briser l'enfermement imposé. À chaque histoire reprise en main, l'Afrique avance d'un pas vers la souveraineté. C'est la leçon du cinéma nigérian, Nollywood, qui a su imposer un imaginaire africain au-delà des frontières du continent. Mais il faut rester vigilant. Ceux qui, profitant de la domination, cherchent à étouffer ce réveil, à le détourner, parfois à s'en emparer en surface. Les pressions changeront d'apparence. Fausse assistance, partenariat douteux, contre-récits médiatiques. Ne pas céder à l'endormissement reste vital. Maintenir la discipline et l'innovation, c'est résister à l'usure, refuser de renoncer. L'exemple de la Corée du Sud, qui a su transformer une position de faiblesse en force par l'éducation et la technologie, inspire aujourd'hui de nombreux pays africains. Si la flamme s'éteint, ce n'est pas seulement la liberté qui disparaît. C'est aussi la mémoire des luttes, la dignité retrouvée, la capacité d'imaginer l'avenir. Laisser passer ce moment, c'est risquer de redevenir étranger sur sa propre terre. C'est ce qui est arrivé à nombre de peuples autochtones, marginalisés sur leur propre territoire après avoir perdu la maîtrise de leur destin. Mais la lutte ne s'arrête pas là. Les prochains défis exigent plus que de la résilience. Ils réclament une vision et une unité à toute épreuve. Concrètement, cela signifie renforcer les institutions régionales, investir dans la recherche scientifique, encourager la création artistique et bâtir des réseaux d'entraide entre les diasporas africaines du monde entier. La réussite de la communauté de développement d'Afrique australe à maintenir la stabilité régionale en Zambie et au Botswana montre qu'une solidarité régionale peut porter ses fruits. L'encerclement peut dessiner de nouveaux contours, mais il ne brise pas l'esprit. Tant que la culture de la résistance, de la solidarité et de l'innovation demeure vivace, le cercle n'est jamais totalement refermé. C'est la leçon de l'histoire de l'Égypte ancienne qui a su renaître à maintes reprises malgré les invasions perses, grecques, romaines, arabes et ottomanes. Aujourd'hui, les projecteurs s'éteignent sur une scène où l'histoire se joue sans applaudissements. Le départ de la France n'a pas clos le rideau. Il a inauguré une ère inédite, celle d'une guerre de l'ombre. Ici, la souveraineté se dispute sans artillerie, sur les terrains multiples de l'économie, de l'information et de l'influence. Les puissances étrangères le savent, la bataille se gagne ou se perd d'abord sur le terrain de l'esprit, de la confiance en soi et du récit collectif. Les bases désertées n'annoncent pas la fin de la présence occidentale. Loin de là. Les puissances ont réorganisé leurs réseaux, multiplié les alliances et déplacé leurs jeux autour du Sahel.
Désormais, l'étau ne se resserre plus seulement avec des chars, mais par des traités, des câbles, des narrations tissées dans les salles de rédaction, amplifiées sur chaque écran. La guerre a changé de visage, mais la question demeure brûlante. Qui possédera le récit africain? Qui déterminera la valeur des vies? Qui fixera le prix des ressources? Face à cette pression, la résistance sahélienne n'est pas un simple réflexe de défense. C'est une affirmation. Désormais, les peuples refusent de survivre sous l'épée de Damoclès. Ils revendiquent la maîtrise de leur avenir, la liberté de leurs alliances, la gestion de leurs propres richesses. L'éveil panafricain, porté par une jeunesse sans frontières, rejette la fatalité et sème l'idée d'un destin commun. L'initiative de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, lancée en 2020, illustre cette volonté de bâtir un marché intérieur africain fort, affranchi des logiques de dépendance extérieure. Mais l'Empire, même repoussé hors du territoire, avance masqué. Il infiltre ses intérêts à travers coopération sécuritaire, contrats opaques, programmes de formation, médias contrôlés. Les chaînes deviennent invisibles, les lignes rouges se déplacent, mais l'objectif reste intact, garder la main sur l'avenir du continent. Fermer les yeux sur cette réalité, c'est accepter d'être dépossédé de soi-même, une fois encore. L'enjeu n'est pas qu'une question de drapeau, c'est la capacité à défendre une souveraineté authentique, à refuser les injonctions extérieures, à bâtir une Afrique qui ne se contente plus de répondre, mais qui ose inventer et s'imposer. L'expérience du Japon après la restauration Meiji, qui a su résister à la domination occidentale en adaptant sans se soumettre, offre un précédent inspirant. Refuser d'agir, c'est céder la victoire à l'Empire sans livrer bataille. S'engager, c'est écrire l'histoire d'une Afrique debout, une Afrique qui ne réclame plus la dignité, mais qui l'impose par sa lucidité, son unité, sa ténacité. Car la plus grande frontière à défendre ne se trace ni sur les cartes ni aux frontières, mais dans l'esprit de chaque Africain décidé à reprendre le contrôle de son histoire. Chaque acte d'émancipation, chaque geste de solidarité, chaque victoire collective élargit l'espace de la souveraineté réelle. L'heure n'est plus à l'attente ni aux faux espoirs. Du Sahel se lève un signal, la souveraineté ne se demande pas. Elle se conquiert, jour après jour, par des choix courageux et des solidarités assumées. À chaque génération d'en faire son héritage, d'élargir le cercle, de transformer l'essai en victoire durable. L'histoire du Sahel n'est pas finie. Elle ne fait que commencer, portée par la force tranquille de ceux qui refusent de se soumettre.